En fait, c'est inédit ce qu'on vit, parce que là, la gauche est arrivée au second tour. Au second tour d'une élection législative, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ce n'était pas arrivé dans le département. Et on se rend compte que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, notamment au clan Estrosi. On voit bien que c'est sous-jacent la guerre Estrosi-Ciotti, et c'est pour ça que Greg Monetti, la personne qui est arrivée en 3e position derrière la liste du nouveau Front Populaire que je représente, n'a pas voulu se retirer. Alors évidemment, on comprend, ils mettent le prétexte que je suis un insoumis et que leur candidat sur la 3e circonscription s'est retiré parce qu'il était devant une socialiste. Notre camarade Laure Quignard et nous, on est sous la même étiquette, celle du nouveau Front Populaire, et on porte le même programme. Donc c'est un argument assez fallacieux. Nous, ce qu'on voit, c'est que le clan Estrosi a clairement mal avalé que c'est pas eux qui vont battre le fer contre Éric Ciotti. Et c'est pour ça qu'ils ne se retirent pas. Alors nous, depuis, on entend pas mal d'arguments comme quoi, dans le coin, il y a que des gens de droite qui peuvent sortir des urnes. Donc il faudrait que ce soit à nous, à moi, qui suis arrivé en second, de me retirer pour laisser la chance à Greg Monetti de pouvoir être élu. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est de nous demander de faire ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire voter pour la droite, voire la droite extrême, contre l'extrême droite. Et ça, ils ne comprennent pas que c'est hors de question. Ils ne comprennent pas que c'est hors de question parce que le fait que le nouveau Front Populaire soit arrivé en 2e position sur ces élections-là, précisément sur ces élections-là, des élections, on va dire, de l'urgence, suite à une dissolution irresponsable d'Emmanuel Macron, suite aux élections européennes où l'extrême droite n'a jamais été aussi haut dans les urnes, à ce moment précis, il y a eu une mobilisation gigantesque avec plus de 65% de participants. Et qui est sorti de ce résultat? Eh bien effectivement c'est l'extrême droite, mais tout de suite derrière, et vraiment pas loin derrière, c'est nous. Donc ces élections sont très importantes, et sur la première circonscription de Nice, ce que ça signifie, c'est que les catégories populaires, c'est que les gens qui votent à gauche, et c'est que les gens qui votent pour l'écologie arrêtent de rester à la maison le jour du vote, arrêtent de voter pour des gens autres que pour une gauche de rupture. Ça c'est très important, il faut l'avoir en tête, et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à avaler. Donc nous, comme dit la chanson, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, même si Estrosi ne veut pas, on est là, et on va bien y rester. Alors c'est un petit peu tendu, et je voudrais faire une petite précision, c'est que c'est pas bien méchant, et puis on le vit pas trop mal, mais là depuis les 2-3 derniers jours, on vit un peu on est sujet à des attaques de bas étage. Bon, il y a 2 ans, c'était pas le cas, ça veut dire que c'était peut-être moins tendu justement, et que là, il y a un enjeu assez phénoménal qui est en train de se jouer, nationalement et localement. Alors, ce que je disais il y a 2 secondes, il faut qu'ils comprennent que nous, on ne se laissera pas faire, et que de toute façon, on fera les dénonciations judiciaires si nécessaire, si ça continue, et on est très serein par rapport à ça, il n'y a aucun problème. Je vais parler un petit peu du programme parce que c'est quand même important, c'est même primordial. Donc je pense, vu que tout le monde n'arrête pas de m'en parler, que vous avez vu le fameux débat sur France 3 avec Éric Ciotti et Greg Monetti. Je vous le dis, merci, je vous le dis en toute honnêteté. Alors tu vois Fauzi, justement à ce débat-là, j'aurais bien aimé avoir ta voix. Parce que je suis sorti de là, je vous avoue que j'étais un peu décontenancé, parce que justement ce que Monetti voulait faire, c'était d'exister, comme si c'était lui le numéro 2, et effectivement, comme toi, il a une sacrée voix. Et donc, il prenait de la place, il prenait de l'ampleur, et j'étais souvent interrogé au 3e tour. Donc finalement,
Comment? C'est vrai que le dernier qui a parlé a raison. Mais disons qu'il y avait des choses à dire à Éric Ciotti et que d'autres l'ont dit à ma place. Du coup, moi, soit je revenais sur mes 5 minutes de temps de parole pour pouvoir répondre à toutes leurs saloperies, soit je déroulais le programme. Finalement, on avait dit qu'il fallait que j'y aille calme, sain, serein, pour donner une bonne image, pour que justement un électorat, notamment l'électorat de Monetti, qui ne comprend pas son attitude, se dise bah il y a moyen de voter pour le candidat du nouveau Front Populaire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai déroulé le programme, j'ai parlé de fonction publique, j'ai parlé de fiscalité juste, j'ai parlé qu'effectivement il fallait que les plus riches payent leur part à hauteur de ce qu'ils gagnent et que vous commencez à connaître maintenant les 14 tranches d'impôts qui leur font horreur, c'est à ça que ça sert. J'ai parlé qu'il fallait taxer les super profits, rétablir l'ISF, et là-dessus, Ciotti et Monetti, ils sont d'accord en fait entre eux. Ils n'en veulent pas de ce programme fiscal. Et à chaque fois qu'ils arrivaient avec leur bonne idée, moi, je vais faire un théâtre à la Gare du Sud, moi, j'ai décidé avec mon festival, ma salle, mon Stockfish, on va faire ça, ça et ça. On avait l'impression qu'on était déjà pendant les élections municipales. Et en fait, voilà, on n'était pas face à des gens qui pensaient à Assemblée nationale, qui pensaient les lois, qui pensaient à réfléchir à comment est-ce qu'on fait passer des lois et tout ça. Et donc finalement, j'ai déroulé le programme qui était clairement un programme de rupture par rapport à ce qu'eux proposaient. Et en sortant de là, j'étais pas très bien. Et on débriefait avec Anne-Laure et Mireille qui m'ont accompagné. J'étais pas très bien. Et finalement, les retours de gens de mon entourage qui sont pas forcément d'accord avec mes opinions politiques, c'était ah bah dis donc, les deux là, ils étaient insupportables. C'était un combat de coq en fait. C'était inaudible. Et tu as réussi à rester calme et posé et à dérouler le programme. Et moi, je pense à un collègue notamment qui m'a envoyé un SMS. Clairement, politiquement, on n'est pas du tout du même bord. Un collègue à moi, avec qui je m'entends très bien, prof de sport, parent militaire, qui ne supporte pas Jean-Luc Mélenchon. Et il m'a envoyé un SMS en disant « Je te remercie de ne pas être rentré dans leur jeu et d'avoir parlé du fond parce que c'est ça dont on a besoin. » Donc, ce SMS, moi, j'estime qu'il a validé le truc, en fait. Et donc, je ne vais pas dire son nom et son prénom, mais je remercie beaucoup mes collègues. Donc, on va parler un peu du programme. Et avant de parler du programme, je voudrais dire que c'est important d'avoir un gouvernement de nouveau Front Populaire qui arrive, parce qu'on nous présente vraiment comme le diable, et je ne vois pas franchement d'autres solutions qu'arriver à un projet comme ça pour apaiser la situation. Vous le savez mieux que moi, parce que tous les gens qui sont là, vous avez plus tracté que moi pendant les 2-3 semaines de campagne. Et vous savez très bien qu'en fait, la parole raciste elle se libère. C'est un truc, moi, depuis que je tracte à Nice, j'ai jamais eu ça. Et je pense qu'on est à peu près d'accord. Ça peut arriver une fois ou deux, mais pas à ce point-là. Et les amis qui ne sont pas des Alpes-Maritimes et qui ne sont pas de Nice, ils sont assez étonnés. Ah ouais, tu tractes pour la gauche, en l'occurrence pour ma part, sur certaines élections pour la France Insoumise, et tu ne te fais pas acheter. Ben non, on ne se fait pas acheter, et puis ça permet des discussions. Et puis à ces amis qui nous disent ça, ça nous permet d'expliquer que Nice c'est une ville populaire, c'est pas Monaco, qu'il y a 21% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ici, que les classes moyennes elles sont en déclassement, que les gens ils galèrent pour se loger, que les gens ils galèrent pour mettre leurs gamins à l'école, etc. etc. Donc quand on tracte pour la gauche, même si c'est pas à la gauche qui est au pouvoir, en règle générale on est très bien accueillis. Et là, ça continue, je veux dire, il y a un engouement, etc. Mais il y a quand même plus de personnes qui se lâchent qu'avant, quoi. Et donc on a entendu des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à une société apaisée. On ne dresse pas les gens les uns contre les autres. Greg Monetti m'a dit que moi, je voulais la guerre entre les gens parce que je voulais la guerre entre les riches et les pauvres. Et il m'a dit ça à un moment, alors pas à ce débat-là, mais à celui de la semaine d'avant, où quand je parlais de l'école et tout ça, il me disait mais vous voulez dresser les riches contre les pauvres, c'est intolérable et tout ça. Regardez, nous avant, on vivait bien ensemble à l'école, on était tous ensemble. Et je lui ai dit c'est marrant, mais dans l'école de mes gamins, moi,
je vois pas beaucoup de grandes fortunes. Je vois pas beaucoup de mômes avec des parents qui sont hyper fortunés. Donc, il est gentil avec ses leçons de morale, mais le problème, c'est que justement, chacun ne paie pas la part qu'il doit payer. Donc, il faut un programme, il faut un gouvernement apaisé. Il faut qu'on arrive à ce que chacun trouve sa place. Et ce que moi j'ai essayé de dérouler, c'est que sans service public fort, on n'arrivera pas à ça. Parce que les services publics forts, c'est quoi? Eh ben, c'est dans le débat, il y avait 3 sujets. Il y avait évidemment la sécurité. Et ça fait 2 semaines, ça fait 2 débats qui m'ont dit, bah vous avez du mal à parler de la sécurité. Et moi j'ai dit, bah non, nous on n'a pas de mal à parler de la sécurité. Parce que la sécurité, en fait, on ne la prend pas comme un truc à instrumentaliser, à faire un espèce de grand spectacle dès qu'il y a un truc. Moi, je vous le dis franchement, j'ai discuté avec une copine à moi qui est flic et qui m'a dit, nous, on en a marre. Un fait divers, une loi. Un fait divers, une loi. À chaque fois, on instrumentalise. À chaque fois, les élus, ils viennent, ils jouent les gros bras, ils viennent dans les commissariats. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'ils proposent à part de la répression, de la répression, de la répression, de la répression. Donc moi, j'ai répondu sur la sécurité en disant que, déjà, Sarkozy, il a viré 10 000 fonctionnaires de police. C'est quand même dingue. Et que les premiers sur qui il a tapé, c'est la police de proximité. C'est-à-dire, celle qui est tranquille, qui est cool, qui arrive, enfin, qui est cool, excusez-moi, qui est relativement cool, qui n'arrive pas quand c'est trop tard, qui n'arrive pas en tant que Robocop, cowboy, surarmé, qui parle avec les gens en fait. Donc là, nous, le premier truc qu'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai parlé du service public, j'ai parlé de la police, comme j'ai parlé de l'hôpital, comme j'ai parlé de l'enseignant. Voilà. Après, on a parlé de l'école. Là, c'est pareil. Ciotti, son truc, c'était de retirer les allocations familiales pour les gamins qui sont absentéistes. Donc quand on lui demande, mais alors s'il y a un môme qui est absentéiste et puis que son frère ou sa soeur n'est pas absentéiste, retirer les allocations à tout le monde, en fait. Donc ça aussi, on est toujours sur un truc très répressif. Et puis aucun des deux n'a une politique pour embaucher des enseignants, embaucher des infirmiers, des infirmières scolaires, embaucher des AESH pour s'occuper des élèves en situation de handicap, des psychologues scolaires, des médecins scolaires. Tout ça, ça n'existe pas. Dans leur programme, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Pareil pour l'hôpital. Ils ont toujours des super bonnes idées pour faire des hôpitaux high-tech, mais pour mettre des gens dedans, ils n'ont pas d'idée. Ils savent pas comment on fait. En fait, c'est pas qu'ils savent pas comment on faire, c'est qu'ils s'en foutent. C'est pas leur problème. Et je vois François, tu m'as envoyé un petit SMS, ça m'a fait plaisir, parce que justement, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est incroyable. Comment il s'appelle le gars du RN qui a dit ça là? Voilà, Tanguy. Son prénom c'est quoi? Jean-Michel Tanguy. Jean-Michel Tanguy, il a été donc c'est un cadre du RN. Jean-Philippe Tanguy. Donc c'est un cadre du RN. Et à la télé, il y a une semaine ou deux, il a dit que il y avait plus de bureaux de poste dans les campagnes et que lui, la solution qu'il voyait, c'était de remplacer les services postaux par Amazon. Donc pour un parti qui dit qu'il est proche des catégories populaires et qui va faire en sorte que les gens ils sortent de la merde, remplacer les services publics par Amazon, on a vu mieux. Surtout qu'on sait tous comment ça fonctionne Amazon et que c'est pas possible en fait. Il n'y a pas de débat là. Le mec il a plié le débat quand il a dit ça. Donc tu m'as envoyé un SMS pour me dire merci là. Parce que effectivement j'avais la petite musique en tête quand Bérangère et toi vous m'aviez dit que la Poste, vous étiez à l'os, c'était un service public, ça fait longtemps que vous êtes à l'os, et que la seule solution que eux en face, ils nous donnent, c'est Amazon. Un peu comme quand ils réfléchissent à gérer les déserts médicaux, où la seule solution qu'ils nous donnent, c'est quoi? C'est les téléconsultations. Donc en fait, et Monetti, il l'a très bien dit, et d'ailleurs là-dessus, ils sont clairs. Je reparle de sécurité, lui, son délire sur la sécurité, c'est la reconnaissance faciale. Donc en fait, c'est simple, nos programmes, ils sont simples. Nous, on veut mettre des moyens humains, on veut mettre des gens, et eux, ils veulent mettre de la technique, de l'informatique, de la déshumanisation. Ils s'en foutent en fait des services publics de proximité. Ils s'en foutent de savoir si dans les campagnes ou dans les villes, il y a un service public à moins d'une demi-heure. Ça, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Voilà pour le programme. Je vous ai parlé un peu de fond et de long terme, mais évidemment, ce que je trouve intéressant dans le programme du Nouveau Front Populaire, c'est que ça se fait en 2 temps. C'est-à-dire il y a un programme pour tout de suite, le 7 juillet,
pour l'été, pour les 2 mois, et puis après on parle du fond, du plus long terme. Et tout de suite dans le 7 juillet, le truc c'est de faire relever la tête aux gens. Déjà, le premier truc auquel on va s'attacher, c'est non seulement c'est démocratique, c'est social, et puis ça permet aussi de relever la tête. C'est revenir sur le décret Macron de la retraite à 64 ans. Donc, ça, c'est fondamental. Pourquoi? Déjà, c'est démocratique. Il n'y a personne qui voulait de cette loi. Il y a eu des manifestations monstrueuses, historiques. Les historiens ont dit qu'on s'est plus mobilisé encore que pendant 68. Donc, la population n'en veut pas. Les travailleurs et les travailleuses ne veulent pas de cette loi. Et Macron, on ne va pas refaire tout le déroulé, mais est passé en force comme à son habitude avec le 49.3. Donc déjà, peu importe ce qu'on pense de cette loi, à partir du moment où plus de 75% des personnes n'en veulent pas, à partir du moment où plus de 90% des travailleurs et des travailleuses n'en veulent pas, on n'en veut pas, basta. Donc, le 7 juillet, on fait péter le décret, et tous les gens à qui on a volé 2 années de vie, et qui ont par exemple 62 ans, pourront partir en retraite à partir du 8 juillet. Ça, c'est la première mesure d'urgence sociale qu'on va faire. Ensuite, d'autres mesures d'urgence, parce que on connaît la situation de beaucoup, c'est des situations précaires. Donc sur quoi le gouvernement a la main? Il peut bloquer les prix. Il peut bloquer les prix de première nécessité. Dire bloquer les prix comme ça, c'est un petit peu abstrait. Mais qu'est-ce que c'est bloquer les prix? Par exemple, quand on va à La Réunion, sur l'île de La Réunion, c'est étonnant, mais à chaque fois qu'on se balade et qu'on voit une station-service, c'est toujours le même prix de l'essence. Il n'y a pas un autre prix. Donc ça veut dire que c'est possible. On peut bloquer les prix de l'énergie, on peut bloquer les prix du carburant, et on peut définir un certain nombre de produits de première nécessité de base de l'alimentation pour dire ça, on ne dépasse pas tant, ça, on ne dépasse pas tant. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Les gens qui travaillent et qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler parce qu'ils ne peuvent pas prendre les transports en commun, il n'y a pas d'inflation sur le prix du carburant. Les gens qui se chauffent et qui ont besoin d'énergie à la maison et qui ont froid l'hiver, ça c'est terminé parce qu'il y aura un blocage des prix sur l'énergie. Et puis, tout le monde doit manger à sa faim. Donc on bloque les prix sur les produits de première nécessité dans l'alimentation. Et l'hygiène, ouais, carrément, bien sûr. Les prix de première nécessité dans l'alimentation et dans l'hygiène. Ensuite, pour les salaires, on va indexer les salaires sur l'inflation, ce qui est quand même la moindre des choses, ce qui est des choses qui sont faites ailleurs qu'en France. Ça ne ruine pas les pays et ça permet aux gens de continuer à avoir un revenu décent. On va augmenter le SMIC de 1 400 € net à 1 600 € net et on va augmenter le point d'indice de tous les fonctionnaires de 10%. Ça, c'est les premiers trucs qu'on peut faire tout de suite. Ça permettra de donner une bouffée d'air, que tout le monde souffle, que tout le monde relève la tête et qu'enfin on ait une perspective pour sortir de cette... j'ai pas le mot. Engrenage inflationniste. De cet engrenage, merci. Voilà. De cet engrenage... de cet engrenage, voilà. De ce cercle vicieux, carrément. Donc, j'ai parlé beaucoup des services publics. J'ai parlé de l'urgence qu'on va faire maintenant tout de suite. J'ai parlé des services publics sur le plus long terme. J'ai parlé de la fiscalité. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que de s'attacher à l'impôt sur le revenu, qui est quand même l'impôt le plus juste. Voilà, les histoires de TVA et tout ça, ça c'est des impôts qui sont injustes. Donc les impôts sur le revenu sont les impôts les plus justes. Ce qui veut dire que les gens qui vont gagner beaucoup, voire beaucoup, voire beaucoup, ils vont payer en fonction de ce qu'ils gagnent. C'est ça les 14 tranches, d'accord? Et les grandes fortunes dont on parle, c'est 8%. Hein. C'est 8% de la population. Donc les 92 autres %, ils sont tranquilles. Et puis, bon, bien sûr, démocratiquement, ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Il y a le projet de passer à la 6e République. Parce que là, on voit bien, on est en train de vivre un moment politique qui est particulier. On voit bien qu'on est coincé. On voit bien qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et il va falloir y mettre
plus de démocratie, moins de président de la République, plus de proportionnel, plus de débats. Voilà, c'est ça il va falloir trouver les outils d'une nouvelle constitution pour que tout le monde trouve sa place dans ce pays, peu importe ses opinions, mais qu'on puisse au moins en débattre à l'Assemblée nationale. Ça, il me semble que c'est primordial. Et puis ensuite, d'un point de vue international, non, on parlera de l'écologie après. Promis. D'un point de vue international, sur ce qui se passe au Proche-Orient, eh ben, nous, on veut apaiser les choses aussi. Alors, même si on n'a pas à la main sur tout, parce que justement, c'est une situation qui est très complexe, eh ben, la France peut peser de tout son poids pour pouvoir faire en sorte d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. Et on nous dit, souvent, on nous dit des choses fausses. Par exemple, on ne parle pas de la libération des otages. C'est faux, on le dit à chaque fois. Et c'est bien parce qu'on veut la libération des otages et des prisonniers politiques palestiniens qu'on ne peut pas faire autrement que de passer dans un premier temps par un cessez-le-feu. Donc la France doit peser tout son poids pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Et ce que la France peut faire, qui serait tout à son honneur, qu'elle a tout à fait la possibilité de faire immédiatement, dès le 7 juillet, c'est de reconnaître l'État palestinien. Ça, c'est primordial. Et tous les candidats et les candidates Nouveau Front Populaire se sont engagés à reconnaître l'État de Palestine tout de suite, maintenant. Autant c'est pas possible, je veux dire, c'est une situation qui est tellement complexe que la France ne pourra pas tout toute seule pour l'appel à bas. Mais en attendant, reconnaître l'État de Palestine, ça, la France peut le faire toute seule et dès maintenant. Comme l'Espagne et l'Irlande d'ailleurs, c'est tout à fait possible, ça a été fait, tout se passe bien là-bas. Et ça a du poids, tout à fait. Et donc on va parler d'écologie. Donc le programme écologique est primordial. D'ailleurs, ça n'aurait pas de sens si... Ce qui est intéressant, depuis mi-2010, enfin vers 2015, 2016, 2017, c'est qu'en fait, on ne peut plus parler de gauche si on ne parle pas d'écologie. Et souvent, on entend, par exemple, dans notre entourage, des copains, des copines ou la famille pas forcément politisée, qui disent ouais, mais l'écologie, c'est ni de droite ni de gauche, en fait. Mais quand on y réfléchit bien, l'écologie, c'est le commun, c'est les biens communs. Et les biens communs, c'est quoi? Justement, si ce n'est pas la même vision que celle qui a permis à la sécurité sociale d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, la santé, les gens en bonne santé, et le fait de faire en sorte que tout le monde soit en bonne santé, c'est un commun. Et au même titre, l'eau, c'est un commun. Et au même titre, l'énergie, c'est un commun. Et le futur de la planète, évidemment, par définition, c'est quelque chose de commun. Donc, si on estime que la répartition et que tout le monde paye en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, et si on estime que les principes d'universalité sont des principes de gauche, alors une politique de gauche ne peut pas être autre chose qu'une politique écologique. Alors ça c'est pareil pour le long terme, pour les jalons qu'on va poser pour une bifurcation tout de suite et maintenant, et on le sait avec le dérèglement climatique évidemment, autant on est capable de dire que les gens de 62 ans vont partir en retraite tout de suite maintenant, autant le climat ça va pas se réguler tout seul. On est suffisamment au courant maintenant, on est suffisamment formé par nos lectures, la vision des reportages, etc. pour savoir ça. C'est pas parce que demain on va régler le problème de la voiture ou du transport que les choses vont se régler tout de suite. Donc là, ce que je viens de dire, c'est évidemment pour bifurquer et imaginer le long terme. Mais du coup, ce qu'on peut faire tout de suite, par la loi par exemple, c'est sortir des pesticides. Ça, c'est possible. Et évidemment, dit comme ça, et on l'entend, il y a plein de paysans qui ne comprennent pas en fait, parce que
si vous voulez qu'on sorte des pesticides avec les traités internationaux, nous, on est encore plus dans la mouise que ce qu'on est maintenant. Ça, c'est évident. Et c'est pas toujours bien compris. Et peut-être qu'effectivement, on l'a pas toujours super bien incarné, cette histoire-là. Mais moi, je suis originaire d'un petit village dans l'ouest parisien. J'ai mon frère actuellement qui vit vers la Normandie. Et lui, en fait, le printemps, il ferme ses fenêtres, quoi. Parce que le paysan d'à côté de chez lui, il est pend. Et il est pend des pesticides, il est pend des trucs hyper dangereux. Et le paysan avec qui il va discuter, c'est lui la première victime. Quand il met ses produits dans les bidons, il est toujours surprotégé avec des gants, un masque et tout ça. Et en fait, on se rend compte que dans son entourage, il y a des problèmes de santé. Et il me semble que c'est à Bordeaux, je dis ça de mémoire, mais à côté des vignobles, les gamins, ils sont plus en mauvaise santé que d'autres mômes qui sont pas à côté des vignobles. Donc, et c'est vrai, on le comprend, les paysans après ils disent ouais mais on a une mauvaise image de nous, on fait manger tout le monde et puis en plus on s'en prend plein la tête parce que tout ce qu'on sait. Mais sortir des pesticides tout de suite, c'est une mesure de santé publique, et pour la population, et pour les paysans. Mais ce qui est certain... Et pour la biodiversité. Et pour la biodiversité, merci. Il ne faut pas hésiter à me reprendre, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous super techniciens et pointus sur chaque chose. Pour les petits insectes, c'est ça? Les pollinisateurs. Et c'est une chaîne, et c'est un engrenage, un écosystème positif et interdépendant. Et pour revenir à mon histoire de pesticides, évidemment, si on veut que les paysans peuvent se passer des pesticides, il va falloir évidemment interdire l'importation des produits des autres pays qui, eux, sont produits avec des pesticides. Parce que sinon, c'est une concurrence déloyale. Et déjà qu'on est face à des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont des revenus qui sont vraiment minimes, ce monde-là, le monde paysan, le monde de la ruralité, il va falloir plus que l'aider. Il va falloir plus que l'aider. Mais la première des choses sur laquelle on a la main, c'est les pesticides et effectivement des mesures de protectionnisme économique qui permettent de ne pas importer tout et n'importe quoi, produit n'importe comment à l'étranger. Voilà. Le moratoire Et évidemment appliquer la règle verte, une planification écologique. La planification écologique, qu'est-ce que c'est? C'est les entreprises, par exemple, qui sont dans le bâtiment, dans les travaux publics, qui parlent d'isolation et tout ça. C'est ces entreprises-là qu'on va aider. C'est pas Carrefour avec le CICE à qui on file des millions et des milliards et qui sont incapables de créer des emplois derrière et qui puis ensuite, en plus par leur activité, font du mal à la planète et n'ont pas de vision particulière de l'avenir. Donc tout ça, les aides aux entreprises qui servent à rien, on arrête, et les aides aux entreprises qui permettent, par exemple, d'isoler les bâtiments, et là, on y va à fond. Voilà pour la règle verte. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Est-ce que tu veux rajouter des choses pour la conclusion? Ouais. Le moratoire sur la méga-bassine. Les droits des femmes aussi. Allons-y. Non, ça paraît tellement évident dans le programme. C'est la base, c'est la lutte contre les discriminations. Toutes les discriminations. Et oui, ça paraît évident. Et on n'oublie pas le féminisme. Alors c'est un grand mot, mais en tout cas les discriminations contre les femmes, contre les personnes LGBTQIA+, toutes ces personnes qui sont en permanence pointées du doigt et qui, si l'extrême droite passe au pouvoir, vont avoir du souci à se faire, tout autant que les propos racistes qui se développent, parce qu'on parle beaucoup du racisme, mais dans les discours qu'on entend, alors à petite échelle, les machos, déjà, dans un premier temps, se sentent complètement libres, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et que ce soit, on parle des violences faites aux femmes, il n'y a rien dans le programme de l'extrême droite qui peut lutter contre ça, par exemple. Juste ça. Et les violences sexuelles, de toute façon. Donc, je pense que toutes les discriminations, ça me paraît essentiel.
Nous, c'est pas très compliqué ce qu'on propose parce qu'en fait, on se base sur toutes les associations qui travaillent depuis des années. Donc en fait, c'est chiffré de combien ont besoin les associations pour accompagner, on va dire, les minorités. Et je finirai par un mot qui me paraît important, c'est que nous, notre combat, il est intersectionnel. Et je pense que pour plein de personnes, ça parle ici. Je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'un combat intersectionnel. Voilà. En fait, on va dire que les luttes se rejoignent et qu'il y a certaines personnes qui cumulent les minorités et que donc, en fait, on fait un programme général qui n'est pas ciblé que sur telle ou telle minorité. Et ça va dans le vivre ensemble qu'on défendait au départ. Voilà, on n'oublie pas ça. Ce qu'on propose, c'est bien mieux que ce qu'il y a, mais ce qu'il faut voir surtout, c'est que si l'extrême droite passe, alors là, ça va être très, 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 très compliqué pour beaucoup de personnes et qui sont très inquiètes, quoi. Je crois que, et particulièrement, non, c'est toi qui vas parler de Poutine, là, dessus. C'était discret, là, hein. Voilà. Non, mais en fait, dans notre territoire, on entend ça. Autant tu disais tout à l'heure qu'il y a les propos racistes, alors c'est la boîte de Pandore, c'est ouvert, mais il faut vraiment comprendre que les propos homophobes, par exemple, se développent à une vitesse incroyable. Et les propos, alors maintenant, c'est comment on s'appelle, les fémino-nazis, féminazis, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on revendique quelque chose, on est extrême, voilà, on est plus activiste maintenant, on est terroriste, enfin voilà, et dans tous les domaines c'est comme ça. C'est pas possible et c'est dangereux que ça rentre dans la tête des gens. C'est-à-dire ce sont des termes, d'ailleurs je devrais même pas l'utiliser parce que si je l'utilise, oui, du coup il va rentrer, et la montée du masculinisme. Voilà. Bon, c'est tout. Moi je n'ai pas préparé aussi bien que toi, mais en tout cas il fallait pas oublier ça. Voilà. Bah du coup ça va avec, effectivement. On me dit que si le RN passe, au cas où vous ne sauriez pas, les subventions dans les assos LGBT, QA+, mais pas que. Mais par exemple, le planning a déjà commencé à être attaqué. Bon, toutes ces associations, et je pense aussi à certaines associations du climat, par exemple, je pense à nos amis L214, je pense aux Amis de la Terre. Non, je pensais plutôt à nos amis des bassines. Oui, les méga-bassines. Bon, enfin, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Les subventions, alors il n'y a pas de subventions chez eux, mais vont être coupées et il y aura plus personne. Je rajoute quand même un truc, c'est que moi, on est souvent du milieu associatif au départ. Là, il y a beaucoup de personnes dans le milieu associatif. Si ça prend autant de poids, les associations, c'est parce qu'en fait, on pallie à ce qui devrait venir de l'État. Et ouais, bah alors, oui, c'est Dréquerou, exactement. Voilà, en fait, les assos font le boulot de l'État. Je crois que ça, c'est à peu près clair. Et si en plus, on leur coupe les subventions pour celles qui en ont, et c'est normal qu'elles en aient, parce qu'il faut encore rappeler, c'est pas parce qu'on donne des subventions à une association qu'on doit avoir du pouvoir sur elle. En fait, c'est l'argent public qui aide. Donc, c'est l'argent de tout le monde qui aide les associations à pallier. Je pense aussi aux mineurs isolés, à l'ASE, tout ça. Toutes ces associations qui vont voir leur travail saboté, je dirais. Voilà, c'est ça. En plus de... C'est marrant parce que alors, du coup, je fais le... Vas-y, oui. En plus des associations qui reçoivent des subventions, il y a les associations qui ne reçoivent pas de subventions, mais qui sont des lanceurs d'alerte pour la biodiversité. Alors, tu sais, c'est mieux parce que si c'est moi qui... Ben oui, mais... En plus des associations qui ne reçoivent pas de subventions, il y a les associations qui n'en ont pas du tout, mais qui n'en veulent pas en fait, mais pour être des lanceurs et des lanceuses d'alerte. Elle ne peut pas parler. Oui, non. Je disais, il y a des associations comme l'ASPAS, comme la LPO, comme L214, plein d'associations qui œuvrent parce que le gouvernement justement ne fait rien pour la biodiversité, pour préserver la biodiversité qui est extrêmement en danger, qui est en train de disparaître de France aussi, de notre planète et de France aussi. Donc ce gouvernement d'extrême droite, si jamais il prenait le pouvoir, ce serait vraiment encore pire qu'avec Macron. Et les lanceurs d'alerte seraient criminalisés. Déjà, la droite avait voulu, et le RN avait voulu empêcher les lanceurs d'alerte d'aller justement dénoncer, filmer tout ce qui se passe dans les élevages, les abattoirs, et pas que. Et heureusement, ce n'est pas passé parce que le Conseil d'État ne l'a pas permis. Mais si le RN prend le pouvoir, ils vont changer les lois, ils vont tout changer. Et là, on sera criminalisé. On ira en prison. Merci. Le fascisme
juste pour illustrer ce que tu viens de dire, Virginie, et prouver justement que la loi, l'Assemblée nationale peut changer énormément de choses. Bon, moi, ça m'arrive de me balader assez souvent du côté de l'Espagne et du Portugal pour différentes raisons. Et vous savez qu'en Espagne, il y a une agriculture intensive, très intensive. Et qu'au Portugal, c'est beaucoup plus clean de ce côté-là. C'est pas parfait, mais c'est plus clean. Bah, si ça vous est arrivé, vous traversez l'Espagne en voiture, votre pare-brise est impeccable, pas de moucherons, pas de moustiques, pas de petites bébêtes qui s'écrasent sur le pare-brise. Et après, à la frontière du Portugal, vous rentrez dans les villages portugais, et là, le pare-brise est crade assez vite. Ce qui prouve bien qu'en fait, d'un côté, on est sur pesticides, agriculture intensive, et qu'il n'y a plus de biodiversité, alors que dès qu'on passe la frontière, eh ben, les lois permettent justement d'avoir une agriculture beaucoup plus raisonnée. Voilà. Donc, et durable, bien sûr. Alors pour conclure, justement qu'on parlait de ce que c'est que l'extrême droite au pouvoir, souvent avec les moments qu'on vit là, on invoque l'histoire. Et on a bien raison de le faire, parce que en France, l'extrême droite, elle n'est jamais arrivée au pouvoir par les urnes. Hein, la seule fois, la fois où il y a eu l'extrême droite au pouvoir en France, c'était pendant l'occupation. Ça, c'est une chose. On invoque l'histoire, mais parfois, ça ne parle pas toujours, parce que ça paraît loin. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'invoquer l'histoire, il y a juste à regarder autour de nous. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite au pouvoir? Ben, c'est Giorgia Meloni en Italie, avec une atmosphère irrespirable. On est beaucoup à aller de l'autre côté de la frontière de temps en temps. On voit bien comment ça se passe. On voit bien comment ça se passe pendant les élections là-bas. Il y a des affiches de fascistes partout. C'est complètement décomplexé. Quand on va sur les marchés, on peut voir des affiches avec le portrait de Mussolini. Et concrètement, c'est plus de RSA. Tu parlais tout à l'heure du droit des femmes et des LGBT, c'est catastrophique. Donc voilà, l'extrême droite au pouvoir, c'est ça. On a Vladimir Poutine, qu'on ne présente plus. Les libertés, c'est fini. Et on voit bien comment ça se passe, que non seulement les libertés, c'est fini, mais en plus, on n'est pas prêt de les récupérer là-bas. Avec Viktor Orban en Hongrie, avec l'espèce de timbré Javier Milei en Argentine, qui est d'une violence folle. Et on le voit, non seulement lui est d'une violence folle, mais en plus, ça se voit aussi dans la société, les gens se lâchent. Et puis j'ai toujours le cinquième exemple, et puis Trump, voilà, Trump qui revient. L'extrême droite lâche pas, parce que non seulement lui il y était, il est parti, et là on voit qu'il est en capacité de revenir. Donc une fois que l'extrême droite s'installe, elle part pas, elle lâche pas, et elle fait en sorte de rester. Donc là, notre première mission, c'est de tout faire pour pas qu'elle s'installe. Et ici, en ce qui nous concerne, c'est de tout faire pour virer Ciotti. Quelle voix? Salerno sera élu. Ciotti, t'es foutu. Salerno va être 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 élu. Ouais, avec des super slogans pendant 3 semaines de campagne. Alors je vais arrêter. On va tracter, on va boire un café, on peut faire une pause, on a le droit aussi. On va